Raquel Garrido, vous êtes avec nous en direct. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Votre réaction d'abord personnelle. Il faut rappeler, n'est-ce pas, que les choses soient très claires, que Mme Oudéa Castéra a présenté des regrets, des excuses après sa déclaration. Elle dit qu'elle a pu blesser certains enseignants et de l'enseignement public, ce qu'elle regrette. Mais quelle a été votre première réaction à vous? Les regrets présentés par la ministre de l'Éducation nationale viennent confirmer qu'il y avait bien un problème dans ses propos liminaires. Et l'effet de ces propos a été dévastateur pour, je crois, tout le monde parce qu'il semblait bien préparé. Ça paraissait qu'elle avait préparé un petit laïus pour le moment où cette question inéluctablement viendrait sur la scolarisation de ses propres enfants au collège Stanislas. Question qui comporte en fait deux volets. Un aspect qui est l'aspect, effectivement, vous l'avez dit, scolarisation dans l'école privée plutôt que l'école publique. Et deuxième aspect, scolarisation au collège Stanislas, qui est un collège spécifique qui a pu être, auquel on a pu reprocher une conception de la laïcité qui n'est pas conforme à l'esprit de la République, et puis même un esprit qui frise l'égalité concernant l'homophobie. Et moi, évidemment, j'ai la même réaction que tout le monde, c'est-à-dire je suis maman d'élèves, j'ai fait moi-même toute ma scolarité dans l'enseignement public et mes enfants également, en Seine-Saint-Denis. Et alors, c'est pas que je m'en vante, c'est pas que je me vante du fait que mes enfants sont en Seine-Saint-Denis, mais je me dis quand même qu'à la maison, là, les gens doivent avoir un peu la nausée de voir toutes ces personnes qui parlent de l'école publique alors que leurs enfants n'y sont pas. Raquel Garrido, est-ce que la ministre, lève une hypocrisie qui existe ou qui existait? Moi, je suis frappé, y compris sur les réseaux sociaux. Vous parliez tout à l'heure des gens de gauche qui avaient aussi des enfants dans des écoles privées. Beaucoup de politiciens se dénoncent les uns les autres en disant un tel. Moi, j'ai reçu plein de messages aussi disant ah mais vous savez pas, un tel, une telle, là aussi ses enfants, ou elle a eu ses enfants ou une partie de ses enfants dans les écoles privées. On a l'impression que c'est beaucoup plus répandu que ce qu'on pouvait penser. Ce qui d'ailleurs n'est pas une tare. On peut avoir ses enfants de l'école privée, c'est pas une tare. Mais enfin, évidemment, c'est parfois un peu en contradiction avec les déclarations publiques. Alors, lorsque les parents cherchent des voies pour la réussite éducative et professionnelle et même la réussite dans la vie de leurs enfants, on ne peut guère leur reprocher. En revanche, s'agissant d'élus, s'agissant de gouvernants, il y a une certaine éthique de la fonction gouvernante, il me semble, qui est à appliquer. Vous avez là une personne dont la tâche gouvernementale est de militer pour l'école publique, de défendre l'école publique. Et sa première intervention, quoi qu'elle en dise et quelle que soit la portée des regrets qu'elle présente, est un publi-reportage pour l'école privée. Elle arrive et elle dit à l'école publique, les profs ne sont pas remplacés, tandis qu'à l'école privée, il le serait. Bon, c'est pas tout à fait vrai au demeurant. Les professeurs de l'école privée sont sujets comme tous les autres à des maladies, etc. Il y a besoin de remplacement, il y a besoin de façon de quoi faire avec les enfants lorsque les profs sont pas là. Tout ça, c'est de la logistique. Et ce qui est clair, c'est que Amélie Oudéa Castéra et son groupe politique, les macronistes, sont au pouvoir depuis 7 ans. Donc, le bilan péjoratif, le regard péjoratif qu'elle porte sur l'école publique, et au demeurant, c'est l'école publique du 6e arrondissement à Paris, donc j'ai tendance à penser que c'est un peu surjoué. Elle aurait ses enfants comme moi en Seine-Saint-Denis, peut-être que je pourrais la croire, mais j'ai dû vraiment beaucoup de mal à croire, ainsi d'ailleurs que le député Rodrigo Arenas de Paris, qui a fait d'ailleurs une lettre au recteur de Paris pour savoir ce qu'il en était réellement de cette école littrée dont il a fallu absolument exfiltrer l'enfant aîné d'Amélie Oudéa Castéra. Bref, aujourd'hui, vous avez effectivement un vrai problème de remplacement des professeurs absents. Vous avez un problème de vocation. En fait, ces gens ont dégoûté les jeunes de devenir profs. Vous n'avez pas aujourd'hui assez de jeunes étudiants qui se disent « je vais devenir prof ». Parce que je sens qu'être prof, c'est un métier valorisé dans la société. Je sens que les gouvernants, les institutions, les autorités, les parents, tout le monde me félicite. Comme ça a été longtemps le cas. Et comme ça reste le cas
pour nous qui sommes dans les quartiers populaires. Quand on hérite de rien ou quand on vient de loin, on n'a rien d'autre que l'école. Rien d'autre. Raquel Garrido. C'est notre seule richesse. Raquel Garrido. Et par conséquent, le fait que le ministre de l'Éducation nationale soit une militante de l'école privée contre l'école publique provoque un espèce de sentiment de désespoir qui devra se transformer en colère pour changer tout ça. Mais d'ailleurs, les professeurs ont commencé, puisque le 1er février, il y a une grosse mobilisation, il y a une première date de grève dans l'éducation nationale. Et pour ma part, je la soutiens pleinement, parce que visiblement, avec cette nouvelle ministre, il va falloir se faire entendre plus fort. Raquel Garrido, vous parlez de l'importance du mérite, de pousser les élèves. On a quand même un exemple dans ce gouvernement, c'est Rachida Dati. Quand on regarde la biographie de Rachida Dati, qui part vraiment de rien, mais au sens vraiment le plus strict, qui a fait des ménages, 11 frères et sœurs, origine ultra modeste, issus de l'immigration, etc., est-ce qu'elle n'est pas un exemple, y compris pour tous les milieux, y compris pour la gauche ? Je pense que Rachida Dati pourrait parler avec nostalgie d'une époque où l'école publique, sans doute, fonctionnait mieux qu'après des années de sabotage par les gouvernants successifs. Moi, j'ai réalisé dans ma circonscription, alors ma circonscription, c'est 3 communes, Bobigny, Drancy et Le Bourget. J'ai réalisé un audit de la situation scolaire. Il y a 100 établissements dans ma circonscription. Donc, on l'a réalisé depuis le mois de septembre jusqu'à aujourd'hui. Les données sont choquantes réellement. Il manque dans chaque établissement, il manque des assistants d'éducation, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant les pions. Dans chaque établissement, il manque des AESH, ces accompagnantes des enfants en situation de handicap. À l'échelle de la Seine-Saint-Denis, il y a un médecin pour 23 200 élèves. Un médecin pour 23 200 élèves. Alors ensuite, derrière, vous allez avoir des discours gouvernementaux, par exemple, sur la lutte contre le harcèlement scolaire. Mais dites-moi voir comment un jeune, aujourd'hui, qui est sujet au harcèlement, peut réagir s'il n'a pas de professionnels adultes à qui parler. Et c'est la réalité, mais c'est une réalité à laquelle, finalement, on se dit qu'elle a été construite, en fait, que ces gouvernants successifs ont saccagé l'école publique à dessein, parce que eux, dans leur quotidien, dans leur parcours personnel, dans leur famille, n'étaient pas concernés par la dégradation de l'école publique. Raquel Garrido, il y a même pire, il y a même une partie de cette oligarchie. Votre invité parlait d'élite. Moi, je pense que l'élite, c'est un mot qui, quand même, revêt un aspect positif. Je dirais quelque chose de plus clair, c'est-à-dire oligarchie, les gens qui concentrent le pouvoir et les richesses. Ces gens-là, pour certains d'entre eux, souhaitent faire business sur l'école privée. Ouais, pardon, je rappelle quand même que vous pensez vraiment que Mme Macron et M. Blanquer étaient proches du milieu du business et de l'éducation. Vous pensez vraiment qu'il y a une oligarchie française qui cherche à renouveler son élite au point qu'elle est contente s'il reste une grande inégalité en France? Vous pensez vraiment ça? Le cas d'Amélie, de la ministre de l'Éducation, est un cas paradigmique. C'est-à-dire, voilà une personne qui ne trouve absolument rien à redire au fait qu'elle a préservé, dit-elle, ses enfants de l'école publique. Il y a là un défaut total d'éthique de la fonction gouvernante. Personne n'empêche cette dame d'aller mettre ses enfants à l'école privée. Mais là, en tant que ministre, les questions qu'elle doit se poser, c'est est-ce qu'elle est pour ou contre le financement public de l'école privée? Parce que le fait que 68% du financement de l'école privée viennent directement de l'État pour ce qui est du secondaire, est-ce que ça pose un problème à ces gens-là? Parce que quand même, ils se mettent à part de nos enfants, mais avec nos impôts. Madame la députée, puisque vous êtes là, s'il vous plaît, quelques mots quand même sur ce nouveau gouvernement. On parlait de Rachida Dati, je ne peux pas ne pas vous demander ce que vous pensez de ce... Alors, est-ce que c'est un coup politique? Est-ce que ce sera davantage que cela? Il y a peu de grandes stars de la politique nationale. Elle est attirée avec succès par Emmanuel Macron. Comment est-ce que vous commentez ce fait? Vous savez, moi j'ai une doctrine sororale. Je pense que dans la vie, lorsque les femmes s'imposent et prennent une parcelle de pouvoir, il faut dans un premier temps les soutenir. Et puis Rachida Dati, avec la verve et le verbe qu'on lui connaît, peut jouer un certain rôle.
Cependant, moi j'ai tendance à lire les événements à partir d'une donnée plus institutionnelle. Je pense que nous sommes dans une monarchie présidentielle et ce qui me chagrine à l'occasion des remaniements, c'est qu'en réalité on change le nom du Premier ministre ou des ministres alors que ce ne sont pas eux qui gouvernent. Celui qui gouverne, c'est le président de la République qui, constitutionnellement, est le seul qui est irresponsable. Mais ça a été le jeu sous tous les présidents. Raquel Garrido, allons, ça a été le jeu sous tous les présidents. C'est pas inventé par Emmanuel Macron. C'est la raison, Darius Rochebin, pour laquelle je milite pour une 6e République et pour l'abolition du système dans lequel nous sommes actuellement. Je pense que la bicéphalie du pouvoir exécutif ne marche pas. Chacun peut constater que c'est une vaste blague quand on dit que les gouvernants sont responsables alors que le président de la République ne l'est pas. Il fait des remaniements, d'ailleurs on se demande même pourquoi. Il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas eu de grands mouvements sociaux ces jours-ci. Et lorsqu'il y a eu des grands mouvements sociaux, il a affronté tout le monde, par exemple à l'époque de l'examen de la loi retraite. Donc voilà, nous avons quelque chose de pourri dans notre Si on reste un instant à Rachida Dati, parce que je suis frappé, vos premiers mots sont plutôt laudatifs à son égard, en tout cas vous lui donnez le temps visiblement. Le mot populaire, elle dit je ferai de la culture populaire, elle a une origine populaire. Est-ce qu'elle fait partie de ces adversaires qui seront plus difficiles pour vous? Son origine aussi, le fait qu'elle soit issue de l'immigration, ce sera plus difficile pour vous d'affronter une Rachida Dati que certains que vous avez caricaturés peut-être tout à l'heure, tous de bourgeois sortis de Stan ou d'ailleurs. Je n'ai pas constaté qu'en tant que maire du 7e arrondissement ou en tant que députée européenne de la droite, Rachida Dati se soit révélée comme quelqu'un qui déconcentrait le pouvoir oligarchique. Elle sait où sont ses amis, elle sait où sont ses intérêts. C'est une femme de droite, ce n'est pas l'insulter que de le rappeler. Ce n'est pas parce qu'elle est d'origine modeste qu'elle est de gauche. D'ailleurs, si c'était le cas, la France serait de gauche aujourd'hui parce que des gens d'origine modeste, il y en a plus que des ultra-riches. C'est d'ailleurs tout le défi de la gauche, qui est de donner une conscience politique à cette grande majorité qui n'a pas intérêt à ce que les macronistes ou l'oligarchie gouvernent. C'est tout le grand défi des forces progressistes depuis très longtemps. Alors je lui souhaite bon courage. Je suis ravie que ce soit elle l'exception qui confirme la règle, c'est-à-dire la règle c'est quoi ? Aujourd'hui, très concrètement, c'est plus difficile d'avoir, par exemple, un stage pour être dans un cabinet d'avocat ou chez un juge si vous êtes maghrébin ou noir. Aujourd'hui, c'est plus difficile d'avoir un logement, un bail, si vous êtes maghrébin ou noir. Vous regardez l'Assemblée nationale, il y a un problème de discrimination, enfin de faute de représentativité qui se voit à l'œil nu. Je veux dire, des gens comme moi qui sommes immigrés vraiment descendus de l'avion à l'Assemblée nationale, il y en a très peu, beaucoup moins que ce qu'il y a dans la société. Donc ne vous cachez pas trop quand même derrière Rachida Dati pour faire croire que le système actuel fonctionne bien à l'égard des personnes d'origine immigrés et d'une façon générale à propos des classes populaires. Raquel Garrido, votre regard, s'il vous plaît, sur ce gouvernement plus largement, plus à droite, plus provoquant par beaucoup de côtés, on l'a évoqué, plus à droite, Madame Vautrin, à qui on a reproché ses positions sur le mariage pour tous précédentes. Écoutez la manière dont Gabriel Attal prend sa défense tout à l'heure lors de déplacement. Écoutez, s'il vous plaît, et vous réagirez. La ministre s'est exprimée en transparence sur les choix qui ont été les siens dans sa famille et sur sa vie. Pour ce qui est de la question des absences non remplacées, là je trouve aussi qu'il y a beaucoup d'hypocrisie chez certains commentateurs ou chez certains politiques. Il suffit d'échanger avec des Français, avec des parents d'élèves, pour mesurer que cette question-là est un enjeu important. Et la feuille de route de la ministre, et elle la partage, parce qu'elle connaît aussi un certain nombre de difficultés qui traversent notre système éducatif, ça va être de poursuivre cette action. Poursuivre cette action en continuant à investir sur les remplacements, d'absence de courte ou de longue durée, et poursuivre cet investissement en agissant pour l'attractivité du métier d'enseignant. Voilà, ça c'était la première controverse. Écoutons la deuxième controverse sur Madame Vautrin, et vous réagirez effectivement. Monsieur le Premier ministre, vous vous trouvez à côté de votre nouvelle ministre de la Santé dont la nomination fait beaucoup polémique. Quel message vous envoyez à ceux qui estiment qu'en défilant chaque samedi dans la manif pour tous contre l'ouverture du mariage à tous les couples, elle a alimenté l'homophobie, à moins que vous estimiez que les manifs pour tous n'ont pas nourri l'homophobie? Catherine Vautrin est membre d'un gouvernement dont je suis à la tête. Chacun me connaît
Chacun sait quelle est ma vie. Et donc je le dis de manière très claire. Catherine Vautrin fait partie d'un gouvernement, appartient à une majorité résolument engagée contre les discriminations. Une majorité qui a permis l'ouverture de la PMA aux couples de femmes. Et parfois j'entends certains politiques qui émettent des critiques, qui donnent des leçons, alors que même quand ils étaient aux responsabilités, qu'ils ont eu l'opportunité de le faire, de donner ce droit nouveau à des femmes qui vivent ensemble, de pouvoir accéder à la PMA, ne l'ont pas fait. Et nous sommes un gouvernement qui va continuer à agir contre les discriminations, contre l'homophobie et en faveur des droits de tous. Et si j'ai proposé au président de la République la nomination de Catherine Vautrin, c'est parce que je sais qu'elle partage cet objectif, qu'elle partage ses combats. C'est une femme d'ouverture et je suis heureux et fier qu'elle fasse partie de mon gouvernement. Raquel Garrido, est-ce que vous reconnaissez le droit à changer d'avis, comme le dit le Premier ministre, de dire voilà, elle avait ses positions, elle a évolué, maintenant elle est la bienvenue? Bien sûr, chacun peut changer d'avis, mais je ne crois pas que cette dame ait changé d'avis. Je pense qu'il faut prendre les gens pour ce qu'ils sont, ils ont leurs convictions, et il faut les respecter, et ça n'est pas pour rien que le Premier ministre Attal a choisi une ministre de la Santé avec un tel profil. La santé, c'est quelque chose qui est très sujet aux opinions. Là, on va d'ailleurs en parler fortement à l'Assemblée nationale en janvier parce que nous allons examiner le projet de loi constitutionnelle qui constitutionnalise la liberté de recourir à l'IVG. Et moi, j'ai plutôt l'impression que c'est parce que précisément nous nous apprêtons à constitutionnaliser un droit, une liberté qui, selon l'extrême majorité des Français, doit l'être, doit être protégée, doit être garantie, que des signaux sont donnés par le président Macron à certains secteurs qui, pour des raisons philosophiques, de conviction, sont opposés à l'IVG. Et il y a d'ailleurs un test qui va venir, qui est très, à mon avis, à mes yeux, très révélateur. C'est que c'est passé assez inaperçu, mais fin décembre, un décret d'application a été pris concernant la loi d'Alban Gaillot de 2021 qui permettait aux sages-femmes de pratiquer des IVG instrumentales. C'était l'idée qu'il y a des déserts médicaux en France où les femmes ne peuvent pas accéder à des IVG, donc on va permettre à de nouveaux praticiens de le faire en autorisant les sages-femmes. Et voilà que le décret d'application est arrivé en septembre. Mais les conditions d'encadrement des sages-femmes sont telles, il faut 4 médecins présents, qu'en réalité, ça vient contredire même la loi et contredire sa finalité. Donc là, il y a un double discours qui est très pervers et sur ce point précisément, je demande à la nouvelle ministre de la Santé, est-ce qu'elle compte réviser ce décret d'application pour permettre que la loi Gaillot s'applique concernant l'application de l'IVG, la pratique de l'IVG par les sages-femmes?